Et si la véritable révolution africaine ne se jouait pas dans les urnes, mais dans les agences bancaires, compte après compte ouvert, imaginez un instant. Et si la prochaine grande transformation du continent ne se déroulait pas sous les flashs des caméras, ni dans les grandes salles de conférences diplomatiques, mais dans le silence feutré des agences de microfinance, dans la patience d'une file d'attente devant une caisse rurale, dans la fierté d'un carnet de crédit ouvert, au nom d'une femme jusque-là invisible pour le système bancaire, cette simple hypothèse n'est pas anodine. Elle bouleverse nos repères, notre manière d'analyser ce que l'on appelle le progrès. Octobre 2025. Tandis que les médias mondiaux s'attardaient un sur d'autres crises, du conflit en mer de Chine méridionale à la flambée des prix des matières premières en Europe, la Tanzanie sombrait dans une élection sanglante. Des centaines de morts dans les rues, la peur en héritage et un gouvernement qui se renforce dans l'ombre. Ce n'est pas la première fois qu'un scrutin africain tourne au drame. On se souvient des violences post-électorales au Kenya en 2007, qui avaient fait plus d'1 millier de morts et déplacé des centaines de milliers de personnes, ou encore du Zimbabwe en 2008, où la terreur institutionnalisée avait transformé l'élection en mascarade. Mais en Tanzanie, pays jusque-là réputé pour sa stabilité, personne ne s'attendait à une telle bascule. À plus de 3000 kilomètres, un autre récit se tissait discrètement. Au Burkina Faso, pas de chaos électoral ni de répression. Ici, les dirigeants parient sur la transparence. Transformer l'aide internationale en microcrédit ouvert à tous, multiplier les comptes pour les petits producteurs et exiger des résultats. Pas de matraque, mais des investissements. Pas d'omerta, mais la confiance comme boussole. Ce contraste est saisissant. D'un côté, la Tanzanie, information verrouillée, Internet coupé, urnes scellées, familles cloîtrées. De l'autre, le Burkina Faso, accès au crédit, transparence et la conviction qu'une économie forte naît de la confiance, pas de la peur. Ce n'est pas seulement une question de méthode, c'est une question de philosophie politique. Comment expliquer de tels choix opposés ? Pourquoi, dans l'ombre, la Tanzanie a-t-elle choisi la brutalité, alors que le Burkina Faso innovait par l'inclusion financière et la discipline citoyenne ? La réponse ne tient pas à une simple différence de dirigeants, mais à une succession de choix historiques, de traumatismes collectifs et de paris sur l'avenir. Pour comprendre ces alternatives, il faut remonter le fil du temps, se pencher sur les expériences passées et surtout accepter de regarder en face les conséquences de chaque modèle. Ne pas comprendre ces alternatives, c'est risquer de reproduire les mêmes cycles de violence et de dépendance, ou de passer à côté d'un modèle africain de transformation profonde fondé sur l'autonomie économique. Or, ce n'est pas la première fois que l'Afrique fait face à un tel carrefour. En 1983, Thomas Sankara, alors président du Burkina Faso, prônait déjà l'autosuffisance alimentaire, la transparence dans la gestion de l'État et la mobilisation populaire. Mais son projet fut brisé par un coup d'État, illustrant la difficulté de rompre avec les logiques de domination et d'assistanat. Aujourd'hui, l'histoire semble offrir une seconde chance. Alors, quelle Afrique voulons-nous soutenir ? Celle de la peur et du contrôle, ou celle du pari sur la confiance et l'ouverture ? Notre regard ou notre aveuglement façonne la sécurité, la liberté et la prospérité de millions d'êtres humains. Pour comprendre la portée de ces choix, il faut revenir sur le déroulement de cette élection en Tanzanie et sur le pari inédit du Burkina Faso. Voici ce qui s'est réellement passé, loin des projecteurs. Comment un pays que l'on croyait inébranlable peut-il sombrer dans la terreur en seulement 7 jours ? Cette interrogation hante aujourd'hui tous ceux qui suivent l'actualité en Afrique de l'Est. Car en octobre 2025, la Tanzanie, forte de 68 millions d'âmes, a vu son histoire basculer lors d'une élection présidentielle qui a tout fait vaciller. Depuis son indépendance en 1961, la Tanzanie n'a connu qu'un seul parti au pouvoir. Le Chama cha Mapinduzi incarne la stabilité, mais aussi le verrouillage politique. Ce contrôle s'est encore accru sous la présidence de Samia Suluhu Hassan. À son arrivée, l'espoir naît. Elle promet d'ouvrir le jeu démocratique, d'assouplir la censure, d'écouter enfin les voix discordantes. Mais cet espoir fond comme neige au soleil. Prenons l'exemple d'une étudiante de Dar es Salaam, Acha, qui en 2021 croyait que la nomination d'une femme à la tête du pays allait ouvrir une ère nouvelle. Elle participait à des forums de discussion, partageait ses idées sur les réseaux sociaux et rêvait d'une Tanzanie ouverte sur le monde. Mais en 2024, elle voit ses comptes bloqués, ses amis arrêtés pour avoir simplement relayé des informations critiques. Sa peur grandit à mesure que le régime resserre l'étau. Rapidement, le régime resserre l'étau. Les opposants disparaissent, les journalistes reçoivent des menaces, les réseaux sociaux sont surveillés ou bloqués.
À l'approche du vote, l'atmosphère devient irrespirable. Toute contestation est étouffée, parfois de façon définitive. Le sort de Tundu Lissu, principal adversaire du pouvoir, symbolise cette brutalité. Après avoir survécu à une tentative d'assassinat, il est arrêté et condamné simplement pour avoir demandé une réforme électorale. Dans la Tanzanie de 2025, cela suffit pour finir en prison. Ou pire. Pour mieux saisir l'ampleur du basculement, rappelons que Tundu Lissu avait déjà survécu à 16 balles en 2017. Son parcours est celui d'un homme cible, symbole du risque encouru par quiconque ose défier l'ordre établi. Son arrestation, suivie de son transfert nocturne sur plus de 1000 km, rappelle les méthodes des régimes d'Amérique latine dans les années 70, où la disparition et la terreur étaient donc des outils politiques. Le jour de l'élection, la colère éclate dans les rues. Dans les grandes villes, des manifestations jaillissent. La riposte du régime est foudroyante. L'armée intervient, les forces de sécurité ouvrent le feu, des civils tombent, souvent dans l'indifférence. L'Internet est coupé, isolant la population du reste du monde. Les familles s'y sont privées du droit de récupérer les corps de leurs proches. Officiellement, la présidente sortante l'emporte avec plus de 98% des suffrages. Mais à quel prix ? Le nombre de victimes reste un mystère. Les estimations vont de quelques dizaines à plusieurs centaines. Un silence pesant recouvre le massacre. Dans les quartiers de Mwanza, sur la rive du lac Victoria, des familles racontent comment leurs proches ont disparu du jour au lendemain. Les écoles ferment, les marchés sont déserts, la peur dicte chaque geste. Les réseaux de solidarité se taisent, la confiance s'évapore. Cette atmosphère rappelle le climat d'après-guerre civile au Libéria ou en Sierra Leone, où la suspicion rongeait chaque foyer. Face à cette tragédie, la réaction internationale est d'une mollesse troublante. Les États-Unis, d'ordinaire prompts à condamner, se contentent d'un simple avertissement à leurs ressortissants. Les autres puissances occidentales se limitent à des mots creux. La Tanzanie, hier encore modèle de stabilité, s'enfonce dans la peur et l'opacité. Dans les couloirs des institutions internationales, on évoque la nécessité de respecter les processus démocratiques, mais aucun embargo, aucune sanction, aucun soutien concret à la société civile n'est mis en place. Ce silence contraste avec la fermeté adoptée face à des crises comparables ailleurs, comme au Myanmar ou au Venezuela. Accepter cette dérive, c'est laisser la démocratie s'éteindre en silence et la violence d'État s'installer comme une routine. Pourtant, ce n'était pas la seule voie possible pour l'Afrique à ce moment crucial. Mais ailleurs sur le continent, une expérience radicalement différente se prépare. Au Burkina Faso, tout semble indiquer qu'un autre chemin existe, fondé sur la confiance et la transparence. Prenons le cas de Mariam, agricultrice dans la région de Bobo-Dioulasso. Avant 2025, elle devait emprunter à des taux usuraires, souvent de la main de prêteurs informels. L'angoisse de ne pas pouvoir rembourser empoisonnait chaque récolte. Quand certains prennent les armes, pourquoi d'autres choisissent les semences ? Cette question n'a rien d'abstrait. Au Burkina Faso, le choix du crédit, de la transparence et de la confiance n'est pas un slogan. Il façonne chaque jour la vie de millions d'hommes et de femmes. En octobre 2025, alors que la violence s'installait ailleurs, le Burkina Faso a fait un pari unique, transformer 2,4 milliards de dollars d'aide internationale en un immense crédit agricole national. Ce n'était pas une aumône, mais un investissement dans la dignité et l'autonomie. 1 million de familles rurales ont reçu du capital pour lancer ou agrandir leurs exploitations. Aucun intermédiaire étranger, aucune condition dictée d'ailleurs, la confiance a été accordée au peuple lui-même. Ce dispositif repose sur 3 piliers solides, une garantie étatique des obligations de la diaspora burkinabé et des partenariats directs avec les fournisseurs locaux d'engrais et de semences. Dans un contexte où la peur aurait pu tout paralyser, c'est la discipline collective qui a prévalu. Le taux de remboursement a grimpé à 92% dès la première année. Ce n'est pas de la magie administrative, mais le fruit d'une implication locale, d'une pression sociale constructive et d'une vision commune du progrès. Pour comprendre cette réussite, il faut observer les comités villageois de suivi, où chaque emprunteur rend compte de sa gestion devant ses pairs. C'est l'équivalent moderne du tontine, ce système d'épargne solidaire ancestral qui a permis à tant de familles africaines de traverser les crises. La clé du modèle, une transparence radicale. Chaque prêt, chaque remboursement, chaque dépense est suivi en temps réel et publié en accès ouvert. Pas une ligne qui échappe à la traçabilité, pas un centime qui puisse disparaître dans l'opacité. Cette visibilité permanente change tout. Elle oblige les responsables à rendre des comptes et protège les emprunteurs des dérives et de la corruption. Très vite, les résultats se sont imposés.
Les rendements agricoles ont progressé de 30 à 50% selon les régions. Les importations alimentaires ont reculé, réduisant la dépendance et les sorties de devises. Surtout, 200 000 emplois saisonniers ont vu le jour, offrant à toute une génération un horizon concret. Pour illustrer ce changement, prenons le cas du village de Koudougou. Là, la coopérative locale a pu acheter un tracteur partagé, investir dans des silos de stockage et embaucher 20 jeunes du village pour la saison des récoltes. L'émigration vers la capitale a chuté de moitié en 2 ans. Mais ce modèle reste fragile. Il ne tient que par la confiance mutuelle et la rigueur de chacun. La moindre faille pourrait tout faire basculer. Pourtant, il prouve qu'une alternative crédible existe à la spirale de la violence et de la dépendance chronique. Mais d'où vient cette volonté collective ? Pour comprendre, il faut remonter à la veille de cette décision historique. Le traumatisme des années de terrorisme dans le nord du pays, la mémoire des famines et le souvenir de Sankara ont forgé une culture du « plus jamais ça ». Lumière ou obscurité, quelle vision attire voisins et investisseurs ? À l'est, la Tanzanie plonge dans la nuit. Les familles vivant dans la crainte, sans aucune nouvelle de leurs proches disparus. Les réseaux sociaux, l'Internet, tout a été coupé sans prévenir. La population se retrouve isolée, coupée du monde. Les journalistes n'ont plus le droit d'enquêter, la presse est bâillonnée. Le silence règne, la peur s'infiltre partout. Ici, chaque décision se prend dans le secret, loin des citoyens. L'incertitude devient un poison, rongeant les esprits jusque dans les foyers. La peur est une arme, l'ombre un mode de gouvernance. Le souvenir du Rwanda en 1994 plane sur la région. Quand le contrôle de l'information devient total, les pires dérives sont possibles. La privation de l'accès à la vérité est la première étape d'une déshumanisation collective. À l'ouest, le Burkina Faso offre un contraste saisissant. On y célèbre la réussite collective, la fierté des campagnes. Les données sur les finances publiques sont publiées, accessibles à chacun. Les marchés locaux prospèrent grâce à un crédit agricole souverain, fruit d'une confiance entre l'État et ses citoyens. Chaque récolte réussie est fêtée par tous, symbole d'une nation qui avance ensemble. Ici, la dignité n'est pas un rêve, mais une réalité quotidienne. Dans les villages de la région du centre-ouest, on organise des forums de transparence où chaque responsable expose l'état des comptes, les réussites et les difficultés. Les débats sont parfois vifs, mais la parole est libre. Le sentiment d'appartenance s'enracine dans la participation active. Cette lumière burkinabé rayonne au-delà de ses frontières. Le Mali et le Niger, inspirés, adoptent ce modèle de crédit agricole souverain. Transparence, confiance, investissement local deviennent les nouveaux moteurs. Cette dynamique gagne du terrain. La discipline financière remplace la dépendance extérieure. Un nouvel espoir naît pour la jeunesse africaine, avide de perspectives. Des jeunes Maliens, qui autrefois risquaient leur vie pour traverser la Méditerranée, choisissent désormais de rester et d'investir dans les coopératives agricoles locales. Les flux migratoires ralentissent, car l'espoir renaît sur place. Face à cette transformation, investisseurs privés et institutions régionales réévaluent leurs priorités. Ils s'orientent vers ce paradigme inédit où la transparence rime avec stabilité et rentabilité. Les conférences internationales citent le modèle Burkina en exemple, et les capitaux affluent là où règne la confiance. En 2026, lors du sommet de l'Union africaine, le président du Ghana évoque publiquement l'inspiration burkinabé pour réformer le secteur du cacao. Des partenariats sont signés avec des banques régionales et l'Union européenne ouvre une ligne de crédit dédiée à l'agriculture durable en Afrique de l'Ouest. La réputation mondiale s'en trouve bouleversée. La Tanzanie, jadis modèle de stabilité, devient synonyme de méfiance et d'isolement. Le Burkina Faso, lui, attire de nouveaux partenaires, renforce sa crédibilité et inspire d'autres nations. La lumière devient contagieuse. Le choix entre transparence et opacité ne détermine pas seulement la survie démocratique. Il conditionne l'accès aux ressources, aux investissements, à la reconnaissance mondiale. Il décide si l'on vit dans la peur ou la dignité, si l'on subit l'histoire ou si l'on la construit ensemble. Mais cette opposition n'est pas qu'un duel entre États. Elle interroge aussi chacun de nous. Quel monde voulons-nous encourager à travers nos choix, nos regards, notre engagement ? Et si la vraie souveraineté commençait par une promesse, tenue devant tous ? Imaginons le pouvoir non pas comme une domination, mais comme une discipline partagée, évaluée publiquement à chaque engagement respecté. C'est précisément là que la dignité renaît. Lorsque la responsabilité est collective et que chaque décision se prend sous le regard de la communauté. Au Burkina Faso, une promesse toute simple a bouleversé le quotidien. Transformer l'aide extérieure en crédits agricoles. Fini l'assistanat subi,
Place à l'investissement choisi. Désormais, chaque femme, chaque agriculteur sait que rembourser son prêt, c'est financer directement le projet du voisin. Le succès de l'un devient la chance de l'autre. Ainsi, une société entière se relève, non par la charité imposée, mais par une solidarité concrète. Dans la commune de Waiguya, Aïssata, une veuve de 40 ans, a utilisé son premier crédit pour acheter une machine à décortiquer le mil. En moins de 2 ans, elle emploie 5 personnes, toutes issues du quartier. Son histoire inspire d'autres femmes à prendre des risques, à sortir de l'informel. Il ne s'agit pas seulement d'argent. C'est la relation au pouvoir qui se transforme. Quand la peur de l'État cède la place à la confiance dans un système transparent, le sentiment d'être acteur de sa vie remplace la résignation. Les dossiers sont publiés, les résultats affichés, les erreurs discutées au grand jour. Plus besoin de craindre la sanction arbitraire, la discipline ne vient plus de la peur, mais de l'exemple et du respect mutuel. Cette discipline collective se révèle plus tenace que n'importe quelle menace. Là où la répression étouffe l'espoir, la rigueur assumée bâtit un socle pour l'avenir. Loin d'être une entrave, la règle librement acceptée devient la condition même de la liberté. Peu à peu, l'expérience burkinabé inspire les pays voisins. On voit apparaître des alliances souveraines, rompant avec la logique de dépendance pour préférer l'autonomisation locale. Rien n'est jamais acquis. Le risque de rechuter dans la dépendance ou la répression est réel. Un simple relâchement, une seule trahison, pourrait suffire à briser l'élan. Mais chaque cycle de discipline et de transparence affaiblit un peu plus la vieille machine de la peur. Le choix est là, sous nos yeux, continuer à subir ou persévérer pour que la dignité collective devienne une réalité vécue, et non plus un rêve lointain. Pour renforcer ce modèle, des ateliers citoyens sont organisés chaque trimestre. On y simule des situations de gestion de crise, on analyse collectivement les failles et on propose des solutions. Ainsi, la société civile n'est plus spectatrice mais actrice de sa propre résilience. Il reste alors une question. Quel modèle voulons-nous vraiment soutenir et transmettre autour de nous ? Face à ces deux voies, la suite révèle comment chaque choix individuel ou collectif compte. Car l'histoire n'est pas écrite d'avance. Tout dépend de ce que nous acceptons et de ce que nous osons défendre. L'avenir de l'Afrique, maintenant bâti sur la peur ou la confiance, se décide à travers un choix. Et ce choix commence dans votre regard. Ce que nous avons exploré n'est pas un récit lointain, mais un miroir tendu à chacun de nous. En Tanzanie, la répression et l'opacité ont dicté la trajectoire du pays. Une élection verrouillée, des opposants réduits au silence, la peur convertie en loi. Au Burkina Faso, au même moment, une autre voie s'est dessinée. La transparence, la confiance et la renaissance d'une économie agricole grâce au crédit et à la discipline. Ce contraste est crucial. Il ne s'agit pas seulement d'un face-à-face entre deux nations, mais de deux visions du pouvoir qui s'affrontent. D'un côté, le secret et la violence ferment l'accès à l'avenir. De l'autre, la confiance et la rigueur ouvrent la porte à la souveraineté collective et à une prospérité partagée. Choisir l'indifférence, c'est laisser la peur écrire l'histoire. Fermer les yeux sur l'opacité, c'est consentir à ce que la dignité et la liberté soient à sacrifier sur l'autel du contrôle. Mais s'engager pour la transparence, réclamer la responsabilité, c'est devenir acteur d'une transformation où chaque voix pèse et chaque vie compte. Le sort de millions de personnes se joue à travers ces choix. Vivre dans la crainte ou dans la dignité. Voir l'économie étouffée par la méfiance ou libérée par la confiance. Accepter d'être spectateur d'un drame sans fin ou oser devenir bâtisseur d'une Afrique qui avance, qui partage, qui s'appartient. Ce n'est pas une question de slogan ou de révolte passagère, c'est un engagement profond. Soutenir par nos choix et nos voix la voie de la transparence et de la discipline. Cela commence par s'informer, relayer, questionner et refuser le confort du silence ou de l'oubli. La prochaine fois que vous croiserez une actualité sur l'Afrique, demandez-vous: suis-je prêt à regarder la réalité en face, à dépasser les clichés, à m'informer et à soutenir ce qui nourrit la confiance ? Car au fond, le changement ne dépend pas que des chefs d'État. Il dépend aussi de chaque regard, de chaque personne qui choisit de ne pas détourner les yeux. Aujourd'hui, ce pouvoir vous appartient. Choisissez la transparence, soutenez la discipline. Refusez la facilité cynique. Souvenez-vous, votre attention, votre partage, votre questionnement peuvent écrire une page différente de l'histoire. Ce choix débute ici, et il commence maintenant. Pour ceux qui veulent aller plus loin, des exemples abondent à travers le continent. Au Rwanda, la digitalisation des services publics a permis de réduire la corruption et d'améliorer l'accès aux soins de santé.
Au Sénégal, le programme Bourse de sécurité familiale verse directement des aides aux familles vulnérables via le mobile banking, sans intermédiaire, limitant ainsi les détournements. Ces initiatives montrent que la transparence et la discipline ne sont pas des utopies, mais des réalités déjà en marche. Alors engagez-vous, même modestement, relayez des informations fiables, soutenez des coopératives transparentes, participez à des débats citoyens, écrivez à vos représentants pour qu'ils privilégient les partenariats basés sur la responsabilité. L'histoire retiendra non seulement les grands choix des leaders, mais aussi l'accumulation de millions de petits actes, de regards lucides, de voix qui refusent la fatalité. L'Afrique s'écrit chaque jour, non seulement dans la lumière des urnes ou dans la violence des rues, mais dans la confiance qui grandit, compte après compte, promesse tenue après promesse respectée. Soyez de ceux qui choisissent